Imaginez un océan d'herbe infinie s'étendant des frontières de la Chine jusqu'aux confins de l'Europe. C'est la Grande Steppe, un lieu où, au fil des millénaires, des civilisations entières ont prospéré puis disparu. Mais de tous les peuples ayant foulé ces vastes étendues, ce sont les Scythes qui ont laissé une empreinte indélébile, à jamais gravée dans le temps. Qui étaient-ils vraiment? Comment ces nomades sans cité ont-ils amassé des montagnes d'or? Et comment sont-ils parvenus à humilier le plus grand roi de l'Antiquité sans livrer la moindre bataille d'envergure? Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage à travers un monde où les frontières n'étaient pas définies par des barrières, mais par l'horizon. Cette immense plaine forme une seule et même entité géographique. Pourtant, la nature semble y avoir délibérément érigé des barrières. À l'est, les sommets du Pamir, du Tian Shan et de l'Altaï se dressent vers le ciel, tandis que l'Oural tente de couper la steppe en deux. Cependant, pour les véritables maîtres de ces terres, aucune barrière n'existait. Les étroits sentiers des cols de Dzungari et de Fergana reliaient l'est et l'ouest avec une force supérieure à celle de n'importe quelle autoroute moderne. Même lorsque le climat commença à changer et que les pâturages luxuriants se muèrent en déserts arides, les routes commerciales ne s'interrompirent pas. Les Scythes poursuivirent leur migration, maintenant ainsi des liens entre les tribus pendant des millénaires. À cette époque, les cartes ne comportaient aucune frontière politique. Le monde était divisé par les montagnes et les fleuves. À l'est s'étendaient les monts Nanshan, au sud le tumultueux Oxus, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Amu Darya. Au nord, cependant, commençait un véritable cauchemar pour tout cavalier, des marécages mortels, des forêts impénétrables et une toundra glacée. Là vivaient les féroces tribus finno-ougriennes, mais même leur férocité n'effrayait pas autant les Scythes que les pièges naturels du nord. La steppe était leur foyer, leur forteresse et leur source de subsistance. Ici, le climat a toujours été une épreuve d'endurance. En hiver, le froid est glacial. En été, la chaleur est torride. Dans la partie asiatique, la végétation était clairsemée, herbes robustes, absinthe et arbustes épineux. Mais au printemps, la steppe se métamorphosait, se couvrant d'un tapis d'iris et d'œillets. La partie européenne, le sud de la Russie actuelle, était tout autre. Ici, la nature était plus généreuse, chênaies, tilleuls, frênes et pâturages luxuriants où le bétail grossissait à vue d'œil. Les fleuves, la Volga, le Don et le Dniepr, non seulement irriguaient les terres, mais offraient aussi des pêches abondantes et un sel précieux. Mais le plus frappant, c'est le règne animal. À cette époque, élans et ours, léopards et bisons, chevaux sauvages et sangliers parcouraient la steppe. Des aigles sillonnaient le ciel et des serpents se dissimulaient dans les hautes herbes. Ce chaos vivant se reflétait dans le célèbre art scythe. Vous avez sans doute déjà vu ces ornements en or. Les animaux y sont figés dans des poses étranges, les muscles tendus et leurs traits parfois si stylisés qu'ils transforment un animal réel en une créature mythique. Il ne s'agit pas simplement de décoration, c'est l'âme d'un nomade, son lien avec la nature sauvage, figé dans le métal. Étonnamment, malgré leur richesse, les Scythes vivaient dans un monde où les ressources étaient rares. Dans la steppe occidentale, la pierre de construction de bonne qualité était quasiment inexistante. Le fer et le cuivre, en revanche, abondaient en provenance du Caucase. C'est là que les Grecs cherchaient leur toison d'or. Mais le véritable or venait du nord-est, des gisements les plus riches des monts Altaï. Il est stupéfiant de constater que les Scythes de la région de la mer Noire possédaient des tonnes d'or extraites à des milliers de kilomètres de leurs campements nomades. Cela témoigne d'un réseau commercial incroyablement développé. Ils payaient soit en pièces grecques, soit avec une monnaie étrange, des pointes de flèches plates, aussi précieuses que les métaux précieux. De l'ambre de l'Adriatique et des coryces de l'océan Indien ont été retrouvés dans leurs tombes.
La Scythie était un véritable carrefour de monde. Mais d'où venaient les Scythes? Les érudits débattent de cette question depuis des siècles. Étaient-ils des Huns, des Turcs ou des Mongols? La plupart s'accordent à dire qu'ils appartenaient à une branche iranienne des Indo-Européens. Leur langue était proche du vieux perse et leur apparence, à en juger par les découvertes faites dans les tumulus, était assez européenne, bien que des traits mongoloïdes fussent souvent observés dans les régions orientales. Les Scythes étaient le fruit d'un vaste creuset de peuples. Tout commença aux alentours du XVIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque les premières tribus atteignirent le fleuve Iénisséï. Elles domestiquèrent les chevaux, apprirent à fondre le bronze et à forger le fer. Mais le véritable essor survint plus tard, et c'est la Chine qui en fut l'instigatrice. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, l'empereur Xuan lança une campagne punitive contre la tribu sauvage des Xuanzang. Cela provoqua un effet domino. Se repliant vers l'ouest, les Xuanzang délogèrent leurs voisins, qui à leur tour délogèrent leurs voisins, et soudain, toute la steppe fut bouleversée. Une immense armée de cavaliers déferla vers l'ouest en quête de nouveaux pâturages. Les Scythes se retrouvèrent au cœur même de cette tourmente. Ils affrontèrent les Cimmériens, de puissants guerriers qui régnaient alors sur le sud de la Russie. Un choc des générations s'ensuivit. Les Cimmériens, à pied, ne pouvaient rivaliser avec la cavalerie scythe rapide et agile. Les Cimmériens s'enfuirent par les cols du Caucase et les Scythes les poursuivirent, pénétrant dans les anciens royaumes d'Urartu et d'Assyrie. Les archéologues découvrent encore aujourd'hui des pointes de flèches scythes à 3 faces fichées dans les murs des forteresses arméniennes, témoins silencieux de ces féroces assauts. Pendant 28 ans, les Scythes régnèrent de facto sur l'Asie occidentale. Ils imposaient leur volonté au roi, exigeaient un tribut d'Égypte et contribuèrent à la chute de grands empires. Mais les Mèdes se montrèrent plus rusés. Après avoir attiré les chefs scythes à un festin, ils les massacrèrent, et les nomades survivants furent contraints de se replier vers leur steppe septentrionale. Là, ils se mêlèrent aux tribus locales, donnant naissance à la Scythie légendaire dont Hérodote parlera plus tard. Mais leur plus grande épreuve les attendait au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le grand roi perse Darius Ier décida qu'il était temps de mettre un terme aux agissements de ses voisins agités. Son plan était grandiose. Il voulait couper la Grèce des approvisionnements scythes en blé et en bois. Darius fit construire un pont sur le Bosphore, y fit traverser une immense armée et s'enfonça profondément dans les steppes. Il s'attendait à une bataille décisive, au spectacle des épées et à la gloire de la victoire. Mais les Scythes lui réservaient un tout autre accueil. Ils comprirent qu'ils ne pouvaient résister à la colossale machine perse en bataille rangée. Les Scythes adoptèrent donc une tactique qui allait plus tard ruiner plus d'un conquérant dans ces contrées, la politique de la terre brûlée. Les nomades se divisèrent en 3 détachements sous le commandement des rois Idantirsos, Scopas et Taxas. Ils commencèrent à battre en retraite, comblant les puits, brûlant l'herbe et menant le bétail. L'armée perse traversa le désert aride. Les jours se muèrent en semaines, le délai de 60 jours fixé par Darius touchait à sa fin, et l'ennemi, toujours insaisissable, se profilait à l'horizon. Darius était furieux. Ses hommes mouraient de soif et de faim, leurs chevaux succombaient au manque de fourrage. Les Scythes semblaient se moquer de lui, l'attirant toujours plus à l'est jusqu'à la Volga. Finalement, le grand roi n'y tint plus. Il envoya un messager à Idantirsus avec un défi. « Étrange homme, rapporta le messager, pourquoi fuis-tu toujours? Si tu te crois plus fort, arrête-toi et combat. Mais si tu es plus faible, reconnais-moi comme ton seigneur et apporte-moi de la terre et de l'eau. » Idantirs écouta cela avec un sourire glacial. Sa réponse est entrée dans l'histoire comme un symbole de la véritable liberté des nomades. « Nous n'avons ni ville ni champs cultivés, répliqua-t-il.
Nous n'avons rien à perdre ni rien à défendre, si ce n'est les tombes de nos pères. Tente de les trouver et de les profaner, et tu apprendras alors de quoi les Scythes sont capables. Et pour t'être prétendu mon seigneur, tu le paieras. » Darius comprit qu'il était tombé dans un piège. Le vaste empire se révéla impuissant face à un peuple sans rempart, mais disposant d'un espace infini. Dès lors, la campagne devint une lutte pour la survie. Les Scythes commencèrent à lancer des raids nocturnes, empêchant les Perses de dormir, interceptant les convois de ravitaillement et anéantissant les traînards. Chaque matin, Darius apercevait des cavaliers scythes à l'horizon, l'incitant à s'enfoncer toujours plus profondément en territoire où la mort régnait en maître. La guerre psychologique atteignit son paroxysme lorsque les Scythes envoyèrent à Darius un étrange présent, un oiseau, une souris, une grenouille et 5 flèches. Les sages perses s'interrogèrent longtemps sur sa signification, jusqu'à ce que l'un d'eux déchiffre le message « À moins de vous envoler dans le ciel comme les oiseaux, de vous enfouir dans la terre comme les souris ou de plonger dans le marais comme les grenouilles, vous ne reviendrez pas, transpercés par nos flèches. » Darius, le grand roi des rois, fut contraint de fuir, abandonnant ses blessés et ses bagages, pour atteindre le pont sur le Danube avant sa destruction. Ce fut la plus grande humiliation de sa vie. Les Scythes prouvèrent au monde que les forteresses de pierre sont superflues si la terre elle-même est votre forteresse, et que votre force réside dans votre capacité à être à la fois invisible et omniprésent. C'est à cet instant que la Scythie s'imposa définitivement comme une légende invincible, une énigme que le monde antique ne parvint jamais à percer. Mais ce n'était que le début de leur longue et sanglante histoire. Imaginez la plus grande armée de l'époque. Le roi perse Darius, souverain de la moitié du monde, se dresse au milieu de l'immensité de la steppe. Ses soldats sont épuisés, ses vivres s'épuisent, et l'ennemi, il n'y a tout simplement pas d'ennemi. Les Scythes s'éclipsent comme des ombres, ne laissant derrière eux que terre brûlée et puis empoisonnée. Darius est furieux. Il envoie un messager au roi scythe avec une demande simple mais ferme. « Si vous pensez pouvoir résister à mon armée, cessez de m'éviter et venez me combattre. Et si vous comprenez que je suis plus fort, cessez de fuir. Apportez à votre seigneur de la terre et de l'eau et venez à moi. » Mais la réponse qu'il reçut est entrée dans l'histoire comme un symbole de liberté absolue. Le roi scythe Idantirsus répondit fièrement « Telles sont mes habitudes, Perse. Je ne crains personne et je ne fuis jamais personne. Je n'ai jamais agi ainsi auparavant et je ne fuis pas devant vous maintenant. Il n'y a rien d'inhabituel dans mes actions. Je vis simplement comme j'ai coutume de vivre en temps de paix. Voulez-vous savoir pourquoi je ne vous engage pas immédiatement dans la bataille? Nous, Scythes, n'avons ni ville ni champs cultivés. Nous n'avons rien à perdre, et la peur ne nous contraindra pas à combattre. Mais si les Scythes retournèrent dans leur steppe, à leurs habituelles escarmouches, ignorant qu'une nouvelle menace, plus terrible encore, se préparait déjà à leurs frontières orientales. Au siècle suivant, une tribu apparut à l'horizon, capable de faire trembler même les plus aguerris des guerriers scythes, les Sarmates. Ils parlaient la même langue et menaient une vie similaire, mais une différence choqua profondément le monde antique. Les femmes sarmates ne restaient pas assises dans des chariots. Elles montaient à cheval, chassaient et combattaient en première ligne aux côtés des hommes. De plus, aucune jeune fille sarmate n'était autorisée à se marier avant d'avoir tué au moins un ennemi au combat. Les Scythes les appelaient « maîtresses des hommes ». Ce n'est qu'après avoir versé son premier sang qu'une guerrière pouvait se consacrer aux tâches domestiques. Longtemps, les récits concernant les Amazones ont été considérés comme de simples et beaux mythes grecs. Mais en 1928, près de Tiflis, des ouvriers ont découvert par hasard une tombe antique. Une femme y reposait et à côté d'elle, une arme de guerre. Il ne s'agissait pas d'un hasard. Les archéologues en sont certains. Cette tombe abritait la dépouille d'une Amazone sarmate,
peut être tué lors d'une des féroces batailles contre les Scythes. Au milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ, les Sarmates avaient repoussé les Scythes jusqu'au Don. Cette pression força le légendaire roi scythe Aertès à mener son peuple au-delà du Danube, à la conquête de nouvelles terres. À 90 ans, ce vieillard tenait encore fermement l'épée et régnait sur son peuple. Mais ses ambitions se heurtèrent aux intérêts d'une autre figure montante, Philippe II de Macédoine, père du grand Alexandre. Lors d'une bataille sanglante sur le Danube, les Macédoniens l'emportèrent, et Aerte, âgé de 90 ans, périt au combat. Il semblerait que les Scythes auraient dû se soumettre, mais ils étaient d'une autre trempe. 3 ans plus tard, Alexandre le Grand lui-même fut contraint d'envoyer une expédition punitive contre ces nomades indomptables. Son général, Tsépirion, confiant dans une victoire facile, commit une erreur fatale. Ses troupes furent mises en déroute, il périt, et les Scythes, en représailles, établirent leurs avant-postes dans les Balkans, contraignant les cités locales à leur verser un tribut. Mais le temps jouait contre eux. Les Sarmates progressèrent, utilisant une invention de pointe pour l'époque, les étriers métalliques. Cela leur permit de créer une cavalerie lourde face à laquelle la cavalerie légère scythe était impuissante. L'État scythe déclina lentement. Son dernier apogée eut lieu sous le règne du roi Skilurus, qui fonda sa capitale à Néapolis, en Scythie, et fit même frapper sa propre monnaie. Mais même une alliance avec le royaume du Pont et des tentatives de négociation avec Rome ne purent les sauver. Au début de notre ère, les Scythes, en tant que peuple unifié, commencèrent à disparaître, assimilés par de nouvelles vagues d'envahisseurs, les Sarmates et les Goths. Mais comment ce peuple nomade a-t-il pu acquérir une telle richesse? La réponse réside dans le commerce. La Scythie était le principal grenier de la Grèce antique. Les céréales cultivées dans les terres noires de ce qui est aujourd'hui le sud de la Russie étaient expédiées par tonnes en Grèce. En échange, les Scythes recevaient non seulement des marchandises, mais de véritables œuvres d'art. L'or coulait à flot. Dans les tumulus funéraires de la région du Kouban, les archéologues ont découvert des centaines de chevaux sacrifiés qui accompagnaient les chefs dans l'au-delà, ainsi que des kilogrammes de bijoux d'une facture exquise. Le système politique scythe était imprégné de mysticisme. Les Scythes croyaient descendre de Tarjitai, fils du dieu du ciel et fille du Dniepr. Selon la légende, des objets d'or tombèrent du ciel, une charrue, un joug, une hache et une coupe. Seul le plus jeune fils de Tarjitai parvint à les soulever sans être brûlé par la flamme sacrée et devint le premier roi. Dès lors, le pouvoir se transmit par héritage et la société se divisa en une élite et des membres du peuple. Les lois en Scythie étaient sévères, voire cruelles. Si le roi prononçait une sentence de mort, non seulement le coupable, mais aussi tous ses parents masculins étaient exécutés afin d'éliminer tout recours. Cependant, le roi lui-même n'était pas exempté de ce châtiment. Sylus, qui avait développé une passion dévorante pour la culture grecque, se fit construire une demeure à Olbia et participa aux festivités en l'honneur de Dionysos. Il en paya de sa vie. Ses propres guerriers considérèrent cela comme une trahison de la tradition et le tuèrent sur le seuil même du temple. Les rituels militaires scythes terrifiaient véritablement leurs voisins. Chaque guerrier qui tuait son premier ennemi était tenu de boire son sang. On croyait que cela absorbait la force du vaincu. Les ennemis abattus étaient scalpés et transformés en une sorte de serviette que l'on suspendait aux brides des chevaux. Les crânes des ennemis particulièrement nobles servaient à fabriquer des coupes serties d'or. Dans ces coupes, ils buvaient du vin mêlé de sang, scellant ainsi leur serment d'allégeance. Mais derrière cette apparence de cruauté se cachait une discipline de fer. La vie nomade n'est pas synonyme de chaos, c'est une organisation d'une grande complexité. Essayez donc de transporter des milliers de personnes, de bétail et de biens sur de vastes distances sans perdre personne en chemin.
Chaque tribu connaissait ses limites de pâturage aussi précisément que les États modernes connaissent les leurs. Toute violation entraînait la guerre. La famille scythe était fondée sur la polygamie. Les femmes vivaient dans d'immenses tentes montées sur 4 ou 6 roues, véritables maisons mobiles. À l'intérieur, elles disposaient de pièces séparées et recouvertes d'épais feutres. Et bien que les Grecs imaginassent les Scythes comme une société matriarcale, la réalité était plus prosaïque. Les femmes étaient soumises à leur autorité. Cependant, leurs vêtements, d'une richesse et d'une élégance exceptionnelles, soulignaient le statut de leurs époux. Les Scythes ont laissé derrière eux bien plus que de l'or et des légendes de cruauté. Ils ont créé un style artistique unique, inspiré par le règne animal qui continue de fasciner par son dynamisme et son expression. Peuple qui n'a pas bâti de ville, leur empreinte sur l'histoire s'est révélée plus durable que la pierre. Disparus, volatilisés, leur esprit de liberté et de résistance demeure à jamais porté par les vents de la steppe, nous rappelant une époque où les frontières se définissaient non par des cartes, mais par la force de l'âme et le tranchant de l'épée. Les frontières du monde scythe ne furent pas tracées à l'encre sur le parchemin, mais au sang sur l'herbe et au scintillement des épées. Derrière cette façade de guerriers austères se cachait une culture si complexe et raffinée qu'elle continue de déconcerter les chercheurs modernes. Imaginez un peuple qui n'a laissé derrière lui aucune ville, aucun édifice, et pourtant dont les artefacts suscitent l'admiration des plus grands joailliers du monde. Le principal mystère des Scythes réside dans leur habitat. On a tendance à imaginer un nomade comme quelqu'un sans domicile fixe, mais pour les Scythes, leur foyer les accompagnait partout. Les chercheurs débattent encore de la nature de leurs immenses chariots bâchés. Étaient-ils des habitations permanentes, où les cavaliers revenaient après une longue journée à cheval, ou de simples abris temporaires pour les longs voyages? Peut-être les structures de ces chariots étaient-elles démontées et transformées en luxueuses tentes au cœur de la steppe. Prenons l'exemple des découvertes des tumulus de Pazyryk, dans l'Altaï. Les chambres funéraires y sont conçues comme de véritables tentes. Même dans l'au-delà, les Scythes aspiraient à se sentir chez eux, et ce foyer était loin d'être gris et austère. À l'intérieur, un monde coloré les attendait, des murs ornés de tapis de feutre aux couleurs chatoyantes, de doux tapis de laine sous leurs pieds et un mobilier somptueux. Il ne s'agissait pas de sauvages dormant à même le sol humide. Il s'agissait d'esthètes qui s'entouraient des plus beaux tissus et appliqués, chacun porteur d'une profonde signification religieuse. Mais qui a guidé ce peuple à travers les steppes infinies? Si le pouvoir des Scythes royaux se transmettait de manière héréditaire, leurs frères d'autres régions semblent avoir adopté une véritable méritocratie. Ils élisaient leur chef. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les archéologues ont remarqué un détail frappant. Dans les sépultures de Pazyryk, les chefs sont d'une taille anormalement grande. Cela suggère que pour les Scythes, la supériorité physique était tout aussi importante qu'un esprit vif. Imaginez cette scène, de sévères cavaliers choisissant un homme non seulement sage, mais qui domine aussi la foule de sa stature, incarnant la force de la tribu. Le courage personnel était la monnaie d'échange du pouvoir. La richesse venait plus tard, comme un attribut de statut, et non comme un moyen de l'acquérir. Sur de nombreux objets en or, on retrouve la même scène. La grande déesse est assise sur un trône, et devant elle se tient un guerrier. C'est le moment de vérité, un rite de passage, où le pouvoir divin confère au chef le droit de guider des milliers de personnes. Sur le célèbre drapé de feutre du 5e tumulus funéraire de Pazyryk, cette scène est véritablement épique. La déesse avec un sceptre et un cavalier confiant, figé dans l'attente d'une bénédiction. La vie quotidienne d'un Scythe libre était, étonnamment, plutôt confortable et même joyeuse. La steppe regorgeait alors de gibier et les rivières de poissons. Ils ne souffraient jamais de la faim. Leur aliment de base était le koumis, un lait de jument fermenté et revigorant, encore vénéré par les nomades.
À cela s'ajoutaient des montagnes de fromage, d'oignons, d'ail et de fèves. Et lors des festins, les tables croulaient sous la viande de cheval, d'agneau et de chevreuil tendres, cuits dans d'énormes chaudrons de bronze. Les Scythes savaient apprécier les plaisirs de la vie. Le célèbre médecin Hippocrate les décrivait comme un peuple joyeux, voire paresseux, qui aimait flâner autour d'un verre de vin et chanter au son d'instruments ressemblant à des luttes. C'était un peuple qui savait non seulement se battre, mais aussi savourer chaque instant de sa vie nomade. La véritable passion des Scythes résidait dans leurs vêtements. Si vous pensez qu'ils se drapaient dans des peaux brutes, vous vous trompez lourdement. Ils étaient les véritables couturiers du monde antique. Ils créaient des vêtements dont les finitions raffinées rivalisaient avec les plus beaux exemples d'art assyrien ou grec. Leurs articles en cuir étaient d'une telle qualité que les marchands venus de contrées lointaines les convoitaient. Les fourrures scythes étaient prisées sur les marchés d'Assyrie et de Bactriane comme un produit de luxe. Des exemplaires uniques ont été conservés dans le pergélisol des montagnes de l'Altaï, des tuniques de laine à la taille élégante, des vestes de cuir doublées de zibeline et d'incroyables manteaux de feutre. Chaque détail était méticuleusement travaillé. Imaginez, les semelles de leurs bottes étaient brodées de motifs complexes. Pourquoi décorer les semelles? C'est simple, lorsqu'un Scythe s'asseyait par terre, les jambes croisées, ses plantes de pied étaient visibles et devaient souligner son statut et son goût. La mode féminine était encore plus époustouflante. D'immenses capes coniques en feutre, bordées de fourrures et ornées d'appliqués si finement travaillés qu'il était impossible de les quitter des yeux. De longues robes à corsage ajusté, de hautes coiffes sous des voiles translucides, la noblesse scythe paraissait véritablement majestueuse. Même les célèbres femmes de pierre, qui se dressent encore sur les tumulus, portent l'empreinte de cette mode. Ces statues aux hauts chapeaux et aux visages énigmatiques ont veillé sur la paix des souverains des steppes pendant des siècles. Mais pour un Scythe, le cheval était primordial. Plus qu'un simple animal, il faisait partie intégrante de son être. Les Scythes furent parmi les premiers à maîtriser l'équitation, transformant le cheval en une arme redoutable. Tandis que le reste du monde utilisait des chevaux dans des chars maladroits, les Scythes sillonnèrent la steppe, ne faisant plus qu'un avec leur monture. Ce sont eux qui enseignèrent l'art équestre à l'Europe centrale. Dans chaque tumulus, on trouve des sépultures de chevaux, de quelques-uns à plusieurs centaines. Il s'agissait des plus beaux représentants de la race, notamment les légendaires chevaux de Ferghana, convoités par les empereurs chinois. Ces chevaux étaient considérés comme d'origine surnaturelle et leur force surhumaine leur conférait une force hors du commun. Les Scythes les soignaient avec un dévouement fanatique. Ils coupaient leurs crinières pour qu'elles ne gênent pas leur visée à l'arc, tressaient leur queue et ornaient leurs harnais d'or et d'os sculptés. Curieusement, ce sont les Scythes qui ont véritablement révolutionné la mode mondiale. Leur tenue pratique, une tunique ajustée et un pantalon confortable rentré dans les bottes, étaient idéales pour les cavaliers. Les Grecs et les Romains, habitués à leur tôle flottante, tardèrent à en saisir l'avantage. Mais les Chinois, victimes des raids nomades, finirent par s'y résoudre. Pour créer leur propre cavalerie, ils furent contraints d'abandonner leurs robes traditionnelles et d'habiller leur armée de pantalons scythes. Ainsi, la tenue des guerriers des steppes devint le prototype du costume national du Grand Empire pendant de nombreux siècles. L'art militaire scythe était à son apogée. Leur fameux arc à double courbure, fait de cornes et de tendons, était une véritable merveille technologique pour l'époque. Les flèches à pointe triangulaire filaient à une vitesse incroyable, perçant n'importe quelle armure. Les Scythes tiraient, à la manière parthe, au galop, dos à leurs ennemis, ce qui terrifiait ces derniers. Ils rangeaient leurs arcs et leurs flèches dans un étui spécial, le goritos, toujours à portée de main, à leur hanche gauche.
Mais pour le combat rapproché, ils utilisaient des akinake, épées courtes et dagues, ainsi que de lourdes haches et piques. Chaque arme était ornée de représentations d'animaux dans le style caractéristique du combat, figé dans une lutte éternelle. Les Scythes ont disparu, engloutis par l'histoire, sans laisser de grandes cités ni de traces écrites. Mais ils ont laissé derrière eux bien plus, un esprit de rébellion, un art incroyable et une technologie qui a transformé le visage de l'Eurasie. Chaque fois que nous croisons un cavalier ou que nous revêtons des vêtements confortables pour une promenade à cheval, nous suivons involontairement les traces de ceux qui considéraient jadis l'immensité de la steppe comme leur foyer, leur seule limite étant un horizon accessible uniquement par la force et la vitesse de leurs destriers. Les vents de la steppe murmurent encore leur nom, nous rappelant une époque où le monde appartenait aux hommes libres, dont l'or brille encore plus fort que le soleil. Les vents des steppes murmurent encore leur nom, nous rappelant une époque où le monde appartenait à des peuples libres, dont l'or brille encore plus fort que le soleil. Mais qui étaient vraiment ces fantômes des steppes que nous appelons Scythes? De simples nomades sauvages ou les créateurs d'une civilisation unique qui imposa ses lois aux grands empires de l'Antiquité? Pour comprendre leur esprit, imaginez une scène digne d'un film hollywoodien. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. La vaste armée du roi perse Darius, maître de la moitié du monde, est déployée pour une bataille décisive. Face à elle se dressent les troupes scythes. La tension est à son comble, les guerriers agrippent la garde de leurs épées, attendant l'ordre d'attaquer. Et soudain, à cet instant fatidique, un lièvre ordinaire surgit entre les deux armées. Que font les Scythes? Ils abandonnent leur rang, oublient Darius et, poussant des cris sauvages, se lancent à la poursuite de l'animal aux longues oreilles. Darius, témoin de ce chaos, est stupéfait. Il se tourne vers ses généraux et prononce ces mots empreints d'une amère prise de conscience. Ce peuple nous méprise vraiment. Pour les Scythes, le frisson de la chasse et la liberté individuelle primaient sur toute fierté impériale ou ambition politique. Mais derrière cette apparente insouciance se cachait une technologie d'avant-garde, jugée plutôt de leur équipement. À l'origine, les Scythes s'inspiraient des Assyriens et des Perses, mais avec le temps, leurs goûts s'affinèrent. Ils commencèrent à interagir étroitement avec les cités grecques de la mer Noire, ce qui transforma leur armée en une force redoutable. Les guerriers scythes adoptèrent les casques et les boucliers grecs, et dans leurs tombeaux, les archéologues découvrent des cottes de mailles d'une facture si raffinée que les chevaliers du Moyen-Âge les auraient enviés. Ils étaient des maîtres incontestés du lasso, même si, au cœur de la bataille, ils privilégiaient la vitesse de leurs chevaux et la précision de leurs arcs. À présent, intéressons-nous à leur visage. À quoi ressemblaient réellement ces gens? Longtemps resté un mystère, leur apparence a été levée grâce aux momies découvertes dans les monticules de glace de Pazyryk. Les chefs scythes étaient de véritables athlètes pour leur époque. Des hommes de grande taille, mesurant près d'1,80 m, aux épaules larges et à la force herculéenne. Les femmes étaient plus petites, environ 1,50 m. Mais voici le point intéressant. Les anthropologues débattent encore de cette question. Certains les considèrent comme des Européens typiques, tandis que d'autres remarquent des traits mongoloïdes apparus plus tard, après les grandes migrations. Si vous observez les représentations de Scythes sur des vases en or, vous serez stupéfait. Ces hommes ressemblent incroyablement aux paysans de la Russie pré-révolutionnaire. Même barbe fournie, même coiffure, même silhouette trapue et même nez proéminent. Même leur caractère semble familier, une passion dévorante pour la musique et la danse et un attachement particulier à la couleur rouge qu'ils considéraient comme un symbole de vie et de force. À propos de barbe, il ne s'agissait pas seulement d'un choix de style, mais d'un véritable symbole de statut social. Des archéologues ont fait une découverte étonnante dans un tumulus, la momie d'un chef mongoloïde dont la barbe naturellement clairsemée
ne poussait pas. Les membres de sa tribu ne pouvaient se résoudre à laisser leur souverain quitter ce monde avec une apparence jugée inadaptée. Ils lui confectionnèrent donc une fausse barbe à partir de vrais cheveux, la teignirent en noir et la fixèrent avec des lanières de cuir. Apparemment, même dans l'au-delà, un chef scythe se devait d'avoir une allure respectable. Et si vous pensez que la vie dans la steppe est sale et négligée, vous vous trompez lourdement. Les Scythes n'utilisaient pas l'eau pour se laver comme nous le faisons, mais leur hygiène était excellente. Les femmes préparaient un onguent spécial à base de cyprès et de cèdre broyés, mélangés à de l'encens et de l'eau. Elles s'enduisaient le corps entier de ce mélange et après l'avoir rincé, leur peau était d'une propreté impeccable et délicieusement parfumée. Les Grecs de l'Antiquité, habitués au bain, étaient véritablement stupéfaits de voir comment les Scythes parvenaient à conserver une telle fraîcheur malgré leurs incessantes campagnes. Mais tous les Scythes n'étaient pas d'éternels nomades. Imaginez une immense cité sur les rives du Dniepr, la cité fortifiée de Kamenskoï. Un territoire de 5 miles carrés, protégé par de puissants remparts de terre et des berges escarpées. Des maîtres métallurgistes, des forgerons et des joailliers y vivaient. À l'intérieur des murs se trouvaient d'immenses enclos à bétail où les animaux étaient protégés des raids ennemis. Les maisons, construites en bois et en argile, atteignaient des dimensions impressionnantes et comportaient plusieurs pièces avec cheminée. Aux abords de l'actuelle Simferopol, la Néapolis scythe, jadis capitale fastueuse du royaume scythe, était une cité florissante. Véritable métropole antique, elle se distinguait par ses palais de pierre ornés de colonnes et de statues de bronze et de marbre. Ses entrepôts regorgeaient de blé et d'orge et ses caves abritaient des amphores de vins précieux de Grèce et de Rhodes. Les Scythes ne se contentaient pas de piller, ils commerçaient, construisaient et développaient une économie qui reliait la steppe au monde antique. Le monde intellectuel de ce peuple était bien plus complexe qu'il n'y paraît. Connaissez-vous l'histoire du prince Anacharsis ? Ce philosophe scythe se rendit à Athènes au VIe siècle avant Jésus-Christ, où il se lia d'amitié avec le grand Solon. Les Grecs admiraient son éloquence scythe et son intelligence vive, mais son destin fut tragique. De retour chez lui, Anacharsis tenta d'introduire des rituels étrangers. Son frère, le roi Saül, le tua d'une flèche alors qu'il priait. Les Scythes protégeaient farouchement leur culture de toute influence extérieure, préférant la mort à la trahison de leur tradition. Leur religion était imprégnée de magie élémentaire. Par-dessus tout, ils vénéraient Tabiti, déesse du feu sacré et protectrice des animaux. Les Scythes croyaient que tout ce qui les entourait était habité par des esprits, et leurs devins, d'étranges personnes vêtues d'habits féminins, prédisaient l'avenir à partir de fagots de saule. Mais malheur aux sorciers, dont la prédiction était erronée. Lui et tous ses parents masculins étaient ligotés, placés dans une charrette de branchage et brûlés vifs. Dans le monde scythe, l'erreur était le prix le plus lourd, mais le spectacle le plus grandiose était sans conteste leur funérailles. À la mort d'un roi, la vie s'arrêtait net dans toute la steppe. Le corps était embaumé, rempli d'herbes parfumées et porté pendant 40 jours à travers ces terres. En signe de deuil, chaque sujet devait se couper les cheveux et se blesser avec des flèches. C'était une procession interminable de pleurs et de colère. Enfin, dans un immense tumulus, son épouse, ses serviteurs, son cuisinier et ses meilleurs chevaux, harnachés d'or, étaient enterrés avec lui. Les Scythes croyaient que la mort n'était qu'un passage vers un nouveau monde, et le souverain était censé y apparaître dans toute sa gloire. Ils n'ont pas laissé derrière eux de livres, mais des tumulus regorgeant de chefs-d'œuvre d'or où chaque animal, figé dans le métal, semble vivant. Les Scythes étaient des réalistes qui percevaient le monde comme un perpétuel mouvement, une lutte constante. Et aujourd'hui, lorsque nous contemplons l'horizon, nous devons nous souvenir
ce fut jadis leur unique frontière. Une frontière qu'ils franchirent avec la légèreté du vent, ne laissant derrière eux que le tintement de l'or et le bruissement de l'herbe fine. Leur histoire est plus qu'un simple chant archéologique. C'est un hymne à la liberté absolue qui ne saurait être enchaîné ni dissimulé derrière des murs. Ils ont disparu, mais leur esprit demeure ici, dans chaque souffle du vent de la steppe, nous rappelant ce que signifie la véritable liberté. Imaginez un horizon infini où le ciel se confond avec l'herbe fine et où le vent emporte un léger tintement d'or. Cet esprit de liberté dont nous parlions avait aussi son côté sombre et effrayant. À la mort du grand roi Scythe, la steppe trembla. Hérodote, souvent surnommé le père du mensonge, nous a laissé la description d'un rituel auquel, pendant des siècles, personne ne voulut croire. Cela paraissait trop invraisemblable. Écoutez, un an jour pour jour après les funérailles de leur chef, les Scythes choisirent 50 jeunes guerriers. Il ne s'agissait pas d'esclaves, mais d'hommes libres, une garde personnelle, l'élite de l'élite. Ils furent tués. 50 chevaux de race pure subirent le même sort. Et alors commença une scène cauchemardesque, les corps furent éventrés, bourrés de paille et recousus. Les cavaliers morts furent placés sur des chevaux morts, littéralement empalés sur d'énormes pieux disposés en cercle autour du tumulus. Cette armée fantomatique était censée veiller éternellement sur la paix de leur maître. Les archéologues débattent depuis longtemps de la véracité de cette histoire. Aucune trace de ces cavaliers sur pieux n'a été retrouvée. Le temps, les oiseaux et le climat rigoureux les auraient réduits en poussière en quelques années. Mais connaissant la précision d'Hérodote sur d'autres points, l'idée est troublante. Peut-être ces gardiens sinistres ont-ils réellement jadis hanté la steppe, effrayant les voyageurs de leur présence immobile. Mais pour les Scythes, la mort n'était pas seulement synonyme d'horreur, elle était aussi une purification. Et voici un autre détail incroyable. Les Scythes construisaient d'étranges structures, 3 poteaux recouverts de feutre, une sorte de tente exiguë. À l'intérieur, ils plaçaient un bol de pierre chaude, et voici l'ingrédient secret. Ils jetaient des graines de chanvre sur les pierres. Une épaisse fumée s'en dégageait, une fumée qu'aucun bain public grec, d'après les témoins, n'aurait pu produire. Les Scythes s'y glissaient et, inhalant la vapeur, se mirent à hurler de joie. Longtemps, on considéra cela comme une simple histoire étrange, jusqu'en 1929, date à laquelle ces mêmes tentes, ces mêmes chaudrons et même des restes de graines furent découverts dans les tumulus de Pazyryk en Altaï. Il s'avéra que ce n'était pas qu'une question d'hygiène, c'était un rituel pour atteindre l'extase, une façon de communiquer avec les dieux ou tout simplement un moyen de se détendre après des funérailles sanglantes. Imaginez ce contraste, l'exécution brutale de 50 guerriers, suivie d'une transe collective dans la fumée des herbes. Mais que dissimulait ces tertres? Ce n'étaient pas de simples amas de terre, c'étaient de véritables palais souterrains qui, malgré les pillages, nous ont préservé une paix incroyable. Les Scythes chérissaient leurs tombeaux plus que tout. Lorsque le roi perse, Darius, tenta de les conquérir, ils se replièrent simplement au cœur de la steppe. Mais lorsque Darius leur demanda pourquoi ils ne combattaient pas, les Scythes répondirent avec défi. « Nous n'avons pas de villes à défendre, mais osez profaner les tombes de nos ancêtres et vous verrez comment nous combattons. » Ces sépultures étaient incroyablement coûteuses. Les Scythes ne lésinaient sur rien. Les chevaux furent les plus touchés. Dans le seul tumulus d'Ulsk, au Kouban, on a retrouvé les restes de 400 chevaux. Imaginez un peu, c'est une armée entière sacrifiée pour un seul homme. Et si vous pensez que seuls les animaux âgés ou malades étaient tués, vous vous trompez. À Pazyryk, de nombreux chevaux étaient en pleine forme, à l'apogée de leur vigueur. Le tumulus de Chertomlik est considéré comme le plus riche et le plus mystérieux. Son histoire semble tout droit sortie d'un film d'Indiana Jones.
Il y a 2000 ans, des brigands pénétrèrent dans le tumulus. Ils creusèrent un passage, mais à un moment donné, la terre s'effondra, ensevelissant vivant l'un des voleurs avec l'or dérobé. Lorsque les archéologues ouvrirent le tumulus, ils découvrirent le malheureux brigand gisant dans un coin, entouré d'un amas de trésors qu'il n'avait jamais pu emporter. L'agencement de ce tumulus funéraire ressemble à un labyrinthe, une chambre centrale et 4 chambres latérales. Les murs étaient recouverts de tapis et de nattes, et des vêtements précieux étaient autrefois suspendus à des crochets. Il ne restait plus que des milliers de minuscules plaques d'or éparpillées sur le sol comme un tapis précieux. Le roi reposait au centre, entouré de luxe, des bagues en or à chaque doigt, un lourd torque autour du cou, un carquois rempli de flèches bordées d'or. À proximité se trouvaient ses épouses et ses serviteurs. Dans une chambre, on découvrit une femme portant un voile pourpre orné de 57 plaques d'or. Même son miroir avait un cadre bleu. Mais le plus étonnant était la présence des serviteurs. 5 d'entre eux étaient allongés, les pieds tournés vers leur maître. Pourquoi? Afin qu'à son réveil dans l'au-delà, ils puissent se lever instantanément et se tenir au garde-à-vous devant lui. La construction d'un tel tumulus était une entreprise titanesque. On creusait d'abord un puits profond dans le sol dur de la steppe, parfois jusqu'à 14 mètres de profondeur. C'est la hauteur d'un immeuble de 5 étages. À l'intérieur, des caveaux en bois au toit pointu étaient construits, soutenus par de robustes piliers. Les murs étaient décorés de fresques ou de tapis de feutre, créant une atmosphère chaleureuse, même dans le royaume des morts. Les Scythes estimaient que leur chef devait se sentir chez lui. Aussi, le tombeau épousait-il souvent les contours de sa tente ou de son chariot. Les tumulus de Panticapaeum, près de l'actuel Kertch, occupent une place particulière dans cette histoire. Ici, la sauvagerie scythe rencontrait l'élégance de la culture grecque. Le tumulus du Tsar, le tumulus d'or, le tumulus de cendre, leur nom même résonne de légende. Dans le tumulus de Kouloba, le roi reposait dans un cercueil de cyprès orné de sculptures en ivoire. À ses poignets, des bracelets ornés de sphinx, œuvre exquise des artisans grecs. Pourtant, non loin de là, gisait une imposante et lourde épée scythe. C'était un contraste saisissant. Des nomades qui, la veille encore, buvaient le sang de leurs ennemis, commandaient désormais des bijoux aux meilleurs artisans de Grèce. L'Ermitage conserve des dizaines de milliers de plaques d'or provenant de ces tombes. Nombre d'entre elles furent réalisées à partir d'un seul moule, témoignant d'une véritable production de masse de bijoux pour l'élite des steppes. Les funérailles étaient un spectacle assourdissant. Loin d'être des adieux discrets, elles se déroulaient dans une immense procession. Des porte-étendards ouvraient la marche, brandissant des hampes ornées de figures d'oiseaux de proie et de bêtes sauvages. Derrière eux, une foule de guerriers faisait tournoyer d'énormes hochets en métal et sonnait des cloches. Ils hurlaient, gémissaient et pleurnichaient. Pourquoi un tel vacarme? Les Scythes croyaient que le fracas du métal et les cris chassaient les mauvais esprits rôdant au-dessus du corps du défunt. Le chariot transportant la dépouille était tiré par plusieurs paires de chevaux, dont les harnais étaient également ornés de clochettes. Tout cela créait une cacophonie qui résonnait à travers la steppe sur des kilomètres. Puis vint un moment de silence sanglant. Les personnes présentes, épouses, serviteurs, palefreniers, furent tuées, étranglées ou empoisonnées. Les chevaux furent abattus d'un coup sur la tête et disposés en rangs ordonnés autour de la chambre funéraire. Après cela, vint le moment du festin funéraire. Les Scythes mangèrent de la viande, burent du vin dans d'énormes chaudrons de bronze, puis commencèrent l'acte final, la construction du tumulus. Plus le tumulus était haut, plus le chef était considéré comme puissant. Certains atteignaient 20 mètres de hauteur, de véritables montagnes artificielles au milieu de la plaine. Il est intéressant de noter que tous les Scythes ne vivaient pas de la même manière. Au nord,
Dans les régions forestières près de Kiev et de Poltava, les tumulus étaient plus modestes. L'or y était souvent remplacé par des os ou du bois, et le nombre de chevaux sacrifiés dépassait rarement 2. Mais même là, l'esprit du guerrier demeurait intact. Armes, carquois et miroirs étaient des attributs essentiels pour le voyage vers l'éternité. Mais voici ce qui intrigue véritablement les scientifiques. Comment des artefacts scythes ont-ils pu se retrouver si loin à l'ouest? Des trésors d'or scythe pur ont été découverts en Prusse, dans ce qui est aujourd'hui la Pologne et l'Allemagne. Prenons l'exemple du fameux poisson rouge de Vettersfeld. Comment est-il arrivé là? S'agissait-il de bandes de mercenaires isolés ou de tribus entières déterminées à conquérir l'Europe? Les archéologues n'ont pas encore trouvé de réponse à ces questions. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Scythes décidèrent de changer leur destin. Ils commencèrent à déplacer leur capitale des rives du Dniepr vers le nord-ouest. C'était une époque de bouleversement, une époque où les traditions ancestrales se heurtaient à de nouveaux défis. Mais même en abandonnant leurs terres, ils laissèrent derrière eux ces monuments silencieux, des tertres qui, des millénaires plus tard, recèlent encore les secrets d'un peuple pour qui la liberté était plus précieuse que la vie, et la mort n'était que le début d'une marche éternelle à travers les pâturages célestes. Entendez-vous cela? Ce n'est pas seulement le bruissement du vent dans l'herbe. Ce sont les échos de ces cloches qui accompagnaient jadis les grands rois dans leur dernier voyage. Les Scythes ont disparu, mais leur or continue d'imprégner cette terre, nous rappelant une époque où les frontières n'existaient que pour ceux qui ne pouvaient voler plus vite que le vent à cheval. Les frontières n'existaient que pour ceux qui ne pouvaient voler plus vite que le vent. Mais où volaient ces cavaliers? Et où trouvèrent-ils leur dernière demeure une fois leur périple terrestre achevé? Pour le comprendre, il nous faut entreprendre un long voyage sur les traces d'un grand empire nomade, des rivages brumeux des Balkans au sommet glacé des montagnes de l'Altaï. Imaginez la frontière orientale des Balkans il y a 2500 ans. Il ne s'agit pas d'une simple steppe sauvage, mais d'un avant-poste du monde scythe. Ici, sur les terres de l'actuelle Roumanie et de la Moldavie, en Bessarabie et en Dobroudja, le sol est littéralement parsemé de tumulus. Ce ne sont pas de simples collines, mais de véritables capsules temporelles. Les archéologues ont fait les découvertes les plus riches en Bucovine, près des villages aux noms évocateurs de Satumarre et Bureni. Mais voici le paradoxe. Malgré l'abondance d'or et d'armes, ces sépultures demeurent l'un des plus grands mystères. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais fait l'objet d'une étude systématique. Nous admirons la finesse de leur artisanat, mais nous ignorons encore en quoi les coutumes de ces sites des frontières différaient de celles de leurs compatriotes du cœur de la Grande City. Passons maintenant plus à l'ouest, en Hongrie. Vers 500 avant Jésus-Christ, la vague scythe avait atteint ces contrées. Les Scythes ont traversé la Moldavie et la Transylvanie, laissant derrière eux des chaînes de tumulus, tels des jalons de l'éternité. Savez-vous comment ces trésors sont découverts aujourd'hui? Souvent, c'est le fruit du hasard. Un simple ouvrier agricole peut mettre au jour, dans son champ, quelque chose qui n'a pas vu la lumière du jour depuis des millénaires. C'est ainsi que furent découverts 2 cerfs d'or légendaires, à Tapioszent Marton et Zoldalumpust. Ce ne sont pas de simples ornements, ils sont l'âme d'un peuple figé dans l'or. Imaginez, au milieu du XXe siècle, plus de 85 grands sites funéraires avaient été fouillés en Hongrie. Chacun contenait des ossements de chevaux. Mais, un détail étrange, peu de chevaux furent tués et souvent, il ne s'agissait pas des plus beaux. C'est comme si, ici, aux confins du monde, les Scythes avaient commencé à faire des économies ou que leurs rituels avaient commencé à changer sous l'influence de nouvelles terres. Mais si l'on se retourne et que l'on traverse les vastes étendues de la Russie, le tableau change radicalement. Plus on va vers l'est, plus les monuments deviennent majestueux. Les tumulus du Kuban sont d'une toute autre dimension. Prenons par exemple
les tumulus de Sémibratnié ou le célèbre Kellermès. Ici, l'or est un symbole de puissance, mais un autre point est intéressant. Au Kouban, l'influence grecque, si présente dans les tombeaux royaux de Crimée, s'estompe. Certes, on trouve des objets grecs dans chaque sépulture, mais ils ressemblent à de simples importations. Les Scythes les achetaient selon leur goût, comme nous achetons aujourd'hui des marques populaires. Ils ne commandaient pas de vases uniques à des maîtres grecs. Ils préféraient leur propre style, austère et sauvage. Et ce style transparaît dans tout. Prenez les armes, épées, dagues, couteaux. C'est l'esthétique scythe à l'état pur. Mais regardez les bijoux et l'on découvre une surprise, une influence perse. Le célèbre léopard d'or de Kellermès est un chef-d'œuvre à couper le souffle. Ses yeux et ses narines brillaient autrefois grâce à du mastic de verre et des pierres semi-précieuses, et ses oreilles étaient ornées d'un émail des plus fins. Un travail digne des rois perses de la dynastie achéménide. Comment ces techniques se sont-elles retrouvées jusque dans les steppes du Kouban? C'est la preuve que les Scythes étaient bien plus que de simples guerriers. Ils constituaient un lien entre les plus grandes civilisations antiques. Mais le plus étonnant reste à venir. Si vous pensez qu'un tumulus n'est qu'une simple fosse remplie d'objets, vous vous trompez. C'est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Dans le village de Kostromskaya, des archéologues ont mis au jour une structure incroyable. D'énormes piliers soutenaient le toit d'une plateforme où 22 chevaux montaient la garde. Et au centre de ce sanctuaire reposait un bouclier de fer orné du cerf d'or, ce même cerf devenu l'emblème de l'art scythe. Mais allons encore plus loin, là où le sol gèle en profondeur, en Sibérie. C'est ici, dans les montagnes de l'Altaï, que le temps semble s'arrêter. Grâce au pergélisol qui s'est formé sous les tumulus, des choses qui disparaissent habituellement sans laisser de traces ont survécu jusqu'à nos jours. Des tissus, de la fourrure, du cuir et même de la chair humaine. Dans la vallée de la rivière Bérel, à Katanda, des scientifiques ont mis au jour des tumulus funéraires pillés dans l'Antiquité. Les voleurs ont emporté l'or, mais ils ont laissé derrière eux un trésor bien plus précieux pour l'histoire, des vêtements vieux de 2500 ans conservés sous une couche de glace. Imaginez une tunique de soie coupée comme une queue de pie moderne, doublée de zibeline, ou encore un manteau d'hermine teint en rouge et vert vif, brodé de boutons d'or. Il ne s'agit pas de simples vêtements nomades, mais de haute couture de l'âge du fer. Des ceintures ornées de figurines en bois représentant des créatures fantastiques, griffons, monstres et ours, ont également été découvertes sur le site. Sur les rives du Bouktarma, des chercheurs ont fait une découverte encore plus spectaculaire. 16 chevaux, disposés en 4 rangs, la tête tournée vers l'est. Tous étaient harnachés, ornés de feuilles d'or et de sculptures. Non loin de là, dans un cercueil taillé dans un seul tronc de mélèze, reposait un guerrier. Ces arbres, et il ne... Mais étaient-ce des insignes, une protection magique, ou, comme certains le croyaient, un moyen de préserver son apparence dans le royaume des ombres? Cet homme mourut au combat, et même après des millénaires, ses tatouages semblent avoir été réalisés hier. Sa femme avait de doux cheveux européens, mais elle portait une étrange coiffe de bois ornée de tresses. Quant au chef lui-même, il arborait une fausse barbe. Pourquoi? Le monde scythe regorge de mystères que nous commençons à peine à percer. Mais tandis que les pilleurs dérobaient l'or des tombes humaines, ils laissaient souvent les sépultures de chevaux intactes, et cela nous a permis de découvrir quelque chose de véritablement incroyable. Les Scythes n'aimaient pas seulement leurs chevaux, ils les métamorphosaient. 8 masques de chevaux ont été mis au jour à Pazyryk. Il ne s'agissait pas de simples masques pour les yeux, mais de véritables coiffes en cuir et en fourrure, ornées d'or. Mais le plus étrange, c'est que des bois de cerf étaient placés sur la tête des chevaux. Pourquoi transformer un cheval en cerf?
Peut-être est-ce l'écho du souvenir le plus ancien d'une époque où le cerf était le principal compagnon de l'homme, avant même qu'il ne domestique le cheval. C'était une transition entre deux époques, immortalisée dans un rite funéraire. Là, dans les tombes glacées, ils découvrirent aussi des chariots. Certains étaient simples, utilisés pour transporter des pierres pour le tumulus, mais d'autres étaient d'authentiques voitures anciennes, élégantes, montées sur d'énormes roues à rayons de près de 2 mètres. Elles paraissent si fragiles et pourtant elles ont traversé les millénaires. Les Scythes sont partis, ne laissant derrière eux que des échos dans les herbes folles et ces collines silencieuses. Mais en contemplant l'or qui réchauffe encore la terre, les tatouages des anciens chefs et les masques de leurs fidèles destriers, on comprend, ils n'ont pas disparu. Ils poursuivent simplement leur marche infinie à travers les pâturages célestes, nous rappelant que la vraie liberté est sans limite et que la mort n'est que le début d'un nouveau voyage. Entendez-vous cela? C'est le tintement des clochettes aux harnais de leurs destriers invisibles. Les Scythes sont toujours là. Vous entendez? C'est le tintement des clochettes aux harnais de leurs chevaux invisibles. Les Scythes sont encore là. Ils sont partis, ne laissant derrière eux que des échos dans les herbes hautes et ces collines silencieuses. Mais lorsque nous découvrons ces tertres, le temps semble s'arrêter. Un monde se dévoile à nous, d'apparence fragile, et pourtant témoin de millénaires d'histoire. Imaginez les hauts plateaux de l'Altaï, le pergélisol et un immense tumulus. Les archéologues y découvrent non seulement une charrette, mais un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Elle est faite de fins troncs de bouleau. Connaissez-vous son secret? Elle est entièrement démontable. Les Scythes pouvaient la démonter jusqu'à la dernière vis, la charger sur des bêtes de somme, la traîner à travers des chaînes de montagnes infranchissables, puis la remonter. C'était une sorte de jeu de construction de l'âge du fer. Mais regardez les détails. Le siège du conducteur s'élève au-dessus du sol tel un trône et le toit est entièrement recouvert de feutre noir. Et pas n'importe quel tissu, des signes y flottent, découpés dans du feutre multicolore dans un style chinois exquis. Et c'est là que commence la véritable enquête. D'où viennent ces motifs chinois dans les steppes de l'Altaï? Ce phénomène intrigue les historiens depuis longtemps. Une théorie pour le moins troublante relate comment les empereurs tentaient d'acheter la paix à leurs frontières. Ils offrirent leurs épouses indésirables aux chefs nomades les plus féroces. Chaque jeune fille recevait en cadeau un luxueux carrosse tiré par 4 chevaux et partait vers l'inconnu, au cœur des contrées sauvages, pour rejoindre un époux qu'elle n'avait jamais vu. Mais voici le mystère. La femme découverte dans le 5e tumulus de Pazyryk, près du chef, n'était pas chinoise. Elle avait des cheveux blonds et soyeux et des traits typiquement européens. Peut-être n'était-elle pas une princesse exilée, mais une aristocrate locale simplement séduite par la mode étrangère. Son destin n'en rappelle pas moins celui de la princesse Xishun, mariée à un vieux chef infirme d'Asie centrale. Elle a laissé ces mots déchirants. « Ma maison n'est plus qu'une tente de feutre, ma nourriture de la viande crue et ma boisson du lait de jument. Mon cœur est lourd de chagrin, et je voudrais me transformer en cigogne jaune pour rentrer chez moi. » Les Scythes n'étaient pas seulement des guerriers et des nomades, ils étaient aussi d'excellents artisans. Jetez un coup d'œil à leur demeure imaginaire. Vous y verrez d'étroites pelles en bois, d'imposants marteaux en sycomore et des houes en os. Même leurs échelles étaient uniques, de simples perches ornées d'encoches. Mais si l'on jette un œil à l'intérieur de la forge, on est frappé par l'immensité des installations. Les artisans scythes y fondaient d'énormes chaudrons de bronze, atteignant près d'1 mètre de haut. Imaginez, un tel chaudron pesait environ 35 kilos, et sa fonte était d'une perfection absolue. On y cuisinait de la viande pour toute la communauté. Ces chaudrons sont un symbole de l'hospitalité et de la force scythe. Ils reposaient sur de robustes socles coniques, et leurs anses étaient souvent ornées de figurines animales. Pas de détails superflus, seulement
une fonctionnalité pure et une esthétique puissante que même la fumée des feux ne pouvait altérer. Et la guerre? Le guerrier sith est l'incarnation même du danger. Ces flèches, à la pointe triangulaire, atteignaient leur cible avec une précision remarquable, et leur fût était orné de serpents ou de plumes. Mais regardez son carquois, il est flamboyant. Ce n'est pas un simple étui à flèches, c'est une œuvre d'art. Une armature en bois recouverte de cuir ou de plaques d'or, aux motifs finement ciselés. Leurs épées ressemblaient souvent aux lames perses, et leurs fourreaux brillaient d'or incrusté d'ivoire et de pierres précieuses. Un chef sith au combat était un spectacle impressionnant. Il portait une armure d'écaille doublée de feutre rouge et un casque qui, avec le temps, s'inspira des modèles grecs. Les Siths n'étaient pas coupés du monde. Ils empruntèrent le meilleur aux Perses, aux Grecs et aux Chinois, le distillant pour créer un style unique. Mais l'âme du Sith se révélait véritablement dans sa relation avec le cheval. Pour un nomade, le cheval était bien plus qu'un simple moyen de transport. C'était un ami fidèle, un compagnon dans la vie comme dans la mort. À Pazyryk, les archéologues ont découvert des harnais absolument magnifiques. Chaque détail, boucles, sangles, frontaux, était orné de motifs animaliers. C'est le fameux style animalier. Ici, des griffons enserrent des cerfs, des panthères sont figées au cœur du printemps et des loups poursuivent des lièvres. Ce ne sont pas de simples images, elles représentent la dynamique figée de la vie, l'éternel combat et le cycle de la nature. Les selles Sith offraient le summum du confort pour l'époque. 2 coussins moelleux garnis de poils de renne, recouverts de cuir et brodés avec une telle densité qu'ils semblaient être des sculptures. Vous savez ce qui est le plus étonnant? Ces selles portent les marques du temps. Les Sith ne fabriquaient pas ces objets en or uniquement pour les funérailles. Ils les utilisaient au quotidien. Imaginez un cavalier galopant à travers la steppe sur un cheval orné d'or et de feutres éclatants. C'était une explosion de couleurs au milieu des herbes grises, des tapis de sel en feutre cerise foncé, brodés de soie chinoise, bordés de fourrure, des spirales d'or sur les cravaches. C'était le luxe incarné par la liberté. Même dans leur vie quotidienne, les Sith s'entouraient d'objets que nous qualifierions aujourd'hui de design. Leur table était basse, avec des pieds gracieux et incurvés évoquant des pattes d'animaux. Les plateaux étaient amovibles et pouvaient servir de plateaux de service. Ils buvaient dans des cornes et des cruches munies de passoires afin qu'aucune impureté ne vienne altérer le goût de leur coumisse. Le soir, lorsque la steppe se rafraîchissait, les Siths se rassemblaient dans leurs tentes. Chaque nomade possédait un nécessaire pour fumer du cannabis. C'était un rituel important. Ils utilisaient de petits chaudrons ou des lampes de pierre et jetaient des graines sur des pierres chaudes sous un dais de feutre. Hérodote rapporte que les Siths hurlaient de plaisir en inhalant la fumée. Pour eux, c'était un moyen de communiquer avec les dieux, un moment où les frontières entre les mondes s'estompaient. Les femmes Siths possédaient elles aussi leurs propres rituels. Leur monde était un monde d'égalité, tant sur le plan spirituel que sur celui du confort. Oreillers en laine, tapis moelleux et lampes finement ouvragées. Leur demeure nomade n'était ni austère ni dépouillée. Elle était emplie de chaleur, de couleurs et de senteurs d'herbes aromatiques. Les Siths ont disparu, nous laissant leur mystère. En contemplant l'or qui réchauffe encore la terre, les tatouages de leurs anciens chefs et les masques de leurs fidèles chevaux, on comprend, ils n'ont pas disparu. Ils poursuivent simplement leur marche éternelle à travers les pâturages célestes. Ils nous rappellent que la vraie liberté est sans limite et que la mort n'est que le début d'un nouveau voyage. Leurs biens sont bien plus que de simples découvertes archéologiques. Ce sont des lettres du passé, écrites d'or, de feutre et de sang. Les entendez-vous? C'est le tintement des clochettes sur les harnais de leurs chevaux invisibles. Les Siths sont toujours là, dans chaque souffle du vent de la steppe, dans chaque éclat de soleil sur le vieux bronze.
Ils attendent que nous désirions à nouveau entendre leur histoire. Entendez-vous ce tintement? Ce n'est pas seulement le vent qui souffle dans les herbes hautes, c'est le cliquetis des clochettes sur les harnais de chevaux invisibles. Les Scythes ne sont pas partis. Ils sont toujours là, dans chaque reflet du soleil sur le vieux bronze, dans chaque bruissement de l'herbe de la steppe. Ils attendent que nous désirions entendre à nouveau leur histoire. Une histoire écrite non pas à l'encre, mais en or, en feutre et en sang. Imaginez une vaste steppe où, au cœur même d'un campement nomade, se dresse une habitation insolite. Ce n'est pas une simple tente, c'est un lieu empreint de mystère. Son extérieur est recouvert de plaques de cuir brut ou d'épais feutres. Ses murs étaient presque toujours austères et monochromes, mais imaginez la stupéfaction d'un voyageur de passage découvrant une tente traversée par une interminable file de panthères fantomatiques dévorant des cerfs. À l'intérieur, au centre, un lourd chaudron de bronze repose sur un trépied. Ses anses sont incurvées et des herbes y fument. Ce n'est pas seulement un feu pour se réchauffer, c'est un portail. Les Scythes croyaient que la fumée purifiait l'esprit et les reliait au monde des esprits. Mais les Scythes n'étaient pas seulement de féroces guerriers et des mystiques, c'étaient aussi d'incroyables esthètes. Imaginez, il y a 2500 ans, dans les conditions extrêmes des montagnes de l'Altaï, ils créaient des objets qui, aujourd'hui, orneraient les plus belles boutiques de Paris ou de Milan. Dans les tumulus funéraires de Pasiric, pris sous la glace, des archéologues ont fait une découverte qui bouleverse notre vision des nomades sauvages. Ils étaient maîtres dans l'art de la fourrure. Léopards, moufettes, chats sauvages, écureuils, zibelines et hermines. Ces fourrures n'étaient pas seulement une liste de proies, elles constituaient la garde-robe de la noblesse scythe. Elles servaient à confectionner des vêtements élégants, des sacs et des bourses raffinées, aux poches dissimulées et aux fermoirs ouvragés. Les femmes, et peut-être aussi les hommes, utilisaient ces bourses pour ranger miroirs et produits cosmétiques. Oui, les nomades, qui passaient leur vie à cheval, accordaient une grande importance à leur apparence. Leur vie était imprégnée de couleurs. Les Scythes savaient teindre la laine d'un rouge profond et riche. Ils créaient des feutres d'une qualité incroyable, allant de la literie grossière aux tissus les plus fins, presque éthérés. Mais le plus frappant était leur passion pour les importations. Imaginez des caravanes traversant montagnes et déserts pour livrer la plus belle soie chinoise ou les plus exquises étoffes persanes dans la steppe. Retenez votre souffle. Nous sommes sur le point de faire la découverte la plus incroyable de l'histoire de l'archéologie. Un tapis a été mis au jour dans le 5e tumulus funéraire de Pasiric, pris au piège du père Gélissol. Mais il s'agit de bien plus qu'un simple meuble. C'est le plus ancien tapis à poil au monde, datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. À la fonte des glaces, un miracle s'est offert aux yeux des scientifiques. Des couleurs éclatantes, des motifs complexes et un savoir-faire exceptionnel. Imaginez ces chiffres. Ce tapis compte 270 nœuds par pouce carré. Au total, il en dénombre plus de 1 250 000. Même l'artisan le plus habile de l'époque aurait eu besoin d'1 an et demi de travail acharné pour créer un tel chef-d'œuvre. Un monde entier y est représenté. Griffons, élans, cavaliers majestueux sur des chevaux aux crinières taillées et aux queues tressées. Ce tapis témoigne des liens invisibles qui unissaient le monde scythe aux grands empires de Perse et d'Assyrie. Mais pourquoi un nomade aurait-il un miroir dans sa tombe? Voilà un autre mystère. On trouve des miroirs en métal dans toutes les sépultures scythes, tantôt de simples disques munis d'un anneau, tantôt de véritables œuvres d'art avec des poignées sculptées en forme de panthère ou de cerf. Pour les Scythes, un miroir n'était pas un objet de vanité. C'était un bouclier magique, capable de repousser les mauvais esprits. Ils croyaient que le miroir était un attribut de la grande déesse. Sur une plaque d'or, on voit une femme assise tenant un miroir, devant laquelle se tient un guerrier buvant une boisson sacrée dans un riton. C'est un moment de communion avec le pouvoir divin.
Le souci des apparences chez les Scythes frôlait le fanatisme religieux. Même les tombes les plus modestes recèlent des peignes en os ornés de motifs géométriques. Et dans les tumulus les plus somptueux, une véritable frénésie d'or s'empare des corps. Diadèmes, boucles d'oreilles, bagues, imposants colliers, les Scythes se drapent littéralement de bijoux. Mais derrière ce luxe se cachait une peur viscérale. Au tumulus de Kellerm, les archéologues ont fait une découverte à la fois étrange et majestueuse. Pour empêcher l'âme du défunt de quitter prématurément son corps par les narines, les oreilles ou les orbites, ces dernières étaient dotées remplies d'une pâte spéciale contenant des pierres précieuses et de l'émail coloré. L'or était censé sceller les sentiments du défunt, le transformant en une idole éternelle. Les vêtements étaient brodés de centaines de petites plaques d'or. Celles-ci représentaient une véritable encyclopédie de la vie. Des lutteurs en plein combat, des musiciens jouant d'instruments à cordes ressemblant à des luttes, et bien sûr des animaux. Et nous voici au cœur du sujet, ce que les historiens de l'art appellent le style animalier scythe. Il ne s'agit pas simplement d'images, mais d'une philosophie. Les Scythes percevaient le monde à travers le regard des chasseurs. Ils voyaient les animaux non seulement comme des proies, mais aussi comme l'incarnation de la force vitale. Leur art est un hymne au mouvement. Observez ces images. Le cerf est figé dans un galop effréné. Ses pattes sont repliées, son cou est tendu et ses bois se métamorphosent en un motif fantastique qui remplit le moindre espace. Les Scythes étaient terrifiés par le vide. Chaque centimètre carré de surface devait être empli de vie. Le sabot d'un animal se transforme en tête d'un autre, la queue devient un oiseau, l'oreille un griffon. C'est un monde de métamorphose infinie, où tout est lié à tout. Leur art nous paraît presque caricatural, tant il est incroyablement dynamique. Si les Scythes avaient eu le cinéma, ce serait un film d'action sans fin, avec des poursuites et des métamorphoses. Ils savaient combiner l'incompatible en une seule image. Un animal peut courir, succomber à une flèche et regarder calmement le spectateur. C'est le plus haut degré d'abstraction que l'humanité n'atteindra à nouveau que des millénaires plus tard. D'où vient ce style? Les érudits débattent encore de ses origines. Certains le situent en Asie centrale, d'autres en Sibérie ou dans l'Orient ancien. Mais la vérité est que les Scythes, tels des éponges, ont absorbé le meilleur de toutes les civilisations qu'ils ont rencontrées. Ils ont puisé dans les lions assyriens, les dieux grecs et les lotus perses pour les fusionner dans leur creuset de steppe, créant ainsi un style tout à fait unique. Même leurs armes et les harnais de leurs chevaux étaient de véritables œuvres d'art. Pour un Scythe, le cheval était le prolongement de lui-même. Aussi, aucune dépense n'était épargnée pour l'ornementation de ces derniers, ni pour l'utilisation de l'or ou du bois sculpté. Griffons sur les joues, cerfs sur les psaumes, chaque objet était imprégné d'une énergie protectrice magique. Les artisans scythes possédaient un sens inné des matériaux, or, bronze, bois, os. Ils insufflaient la vie à la matière. Un art non pas pour les musées, mais pour la vie elle-même, rude, nomade, à la fois dangereuse et magnifique. Ils ne bâtissaient pas de temples de pierre. La steppe était leur temple, et leur dieu résidait dans les courbes de leurs bijoux d'or. La prochaine fois que vous entendrez le vent bruisser, pensez à eux, à ce peuple capable de transformer la fourrure en conte de fées, le métal en un instant figé de chasse. Ils n'ont pas disparu. Ils poursuivent simplement leur marche infinie à travers les pâturages célestes, nous laissant leurs lettres écrites en lettres d'or. Et si vous tendez l'oreille, vous entendrez peut-être encore les clochettes des harnais de leurs chevaux, invisibles, résonner dans le silence de la steppe. Les Scythes sont toujours là. Ils attendent que nous désirions de nouveau entendre leur histoire. Les Scythes sont toujours là. Ils attendent que nous entendions à nouveau leur histoire. Mais pour comprendre véritablement ces cavaliers du vent, il nous faut étudier leur art. Il ne s'agit pas simplement de décoration, c'est un code crypté
qui entrelace les cultures des plus grandes civilisations antiques. Imaginez, alors que les Assyriens avaient déjà soumis les fiers Phéniciens et Syriens, l'influence orientale commençait à se répandre dans les vastes steppes. Les Scythes ne se contentaient pas de piller, ils assimilaient. Leurs campagnes à travers l'Asie ont transformé le Caucase en un véritable pont entre les mondes. Imaginez, des figurines du dieu égyptien Bès apparaissent soudainement en Sibérie occidentale et près de Kiev, et des lotus fleurissent sur les monticules de glace de Pazyryk. Comment est-ce possible? C'était le premier monde global de l'histoire où les idées voyageaient à cheval. Mais le plus fascinant était le lien ionien. L'élégance grecque pénétra le cœur de l'Eurasie de plusieurs directions à la fois, d'abord par la Perse, où des artisans grecs érigèrent le palais colossal de Darius à Suse. Ensuite, directement, par le biais des navires marchands ancrés sur les rivages de la mer Noire. Et au Pantikapaeum, des artistes grecs travaillèrent même aux côtés des chefs scythes. Les Scythes étaient des esthètes. Ils vénéraient pour le raffinement ionien, mais étaient également subjugués par la splendeur opulente de la Perse. Les plus anciens trésors scythes apparaissent précisément à l'époque où leurs épées résonnaient à travers le Moyen-Orient. Les tumulus des villages de Kostromskaya et Kelermeskaya, le trésor de Melgunov, ce ne sont pas de simples sépultures, mais des manifestations de puissance. Les érudits débattent encore des dates, 7e ou 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que le style scythe se présente à nous d'emblée dans toute sa splendeur, comme s'il n'avait pas évolué au fil des siècles, mais avait surgi de la poussière même de la steppe, déjà parfait. Prenons par exemple le célèbre fourreau d'épée du Kourgan de Melgunsky. C'est une véritable énigme en métal. L'épée elle-même est perse, mais sa décoration est incroyable. Une procession de créatures ailées orne le fourreau. Mais regardez attentivement leurs ailes. Ce ne sont pas des plumes, ce sont des poissons, leurs dents agrippées aux épaules des archers. Un zoomorphisme ancien et sanglant où une créature se métamorphose littéralement en une autre. Et remarquez le détail. Les muscles des pattes de ces monstres sont soulignés par des points et des virgules. On retrouve cette technique dans les sculptures perses, sur les tissus de Pazyryk, et même dans les ruines hittites. D'où vient-elle? Nous ne le savons toujours pas avec certitude. Que dire du léopard d'or de Kelerms? Son corps est orné d'incrustations d'émail, dans le plus pur style persan. À côté se trouve un miroir en argent de facture ionienne, orné de centaures et de monstres, et un plat représentant la grande déesse. Le souverain scythe régnait sur un monde façonné par les plus beaux ateliers de l'œcuménisme. Mais si vous cherchez le symbole qui est devenu l'âme de l'art scythe, c'est le cerf, aussi ancien que la Sibérie elle-même. On croyait que les cerfs transportaient les âmes des morts vers le monde des ombres. Regardez le cerf doré du village de Kostromskaya. Il est figé en plein bond, les pattes repliées sous le corps, la tête levée, comme s'il captait du bout des naseaux la brise des pâturages célestes. Ses muscles sont tendus à l'extrême. On dirait qu'une seconde de plus et il bondira, se transformant en un éclair doré. Ce n'est pas qu'une simple figurine, c'est de l'énergie figée. Il est intéressant de noter que ce style a évolué au fil du temps. Si l'on compare le cerf de Kostroma avec la découverte plus récente de Kouloba, la différence saute aux yeux. Ce dernier porte clairement la marque d'un artisan urbain. Les bois sont façonnés mécaniquement, les sabots sont trop pointus. Les Grecs d'Olbia ont tenté d'imiter les nomades, mais ils ont manqué l'essentiel, l'essence même de l'animal. Ils se sont contentés de combler l'espace vide avec de minuscules figurines, rompant ainsi l'harmonie de l'image. Pour le Scythe, la bête était vivante. Pour le Grec, elle n'était qu'un ornement complexe. Partons maintenant pour les monts Altaï, jusqu'au tombeau glacé de Pazyryk. Ici, les scènes de lutte animale atteignent leur apogée. Ce ne sont pas de simples combats, mais des batailles cosmiques.
Un tigre bondit sur le dos d'un bouquetin et l'on entend littéralement le craquement des vertèbres. Le corps de la victime est tordu d'une manière qui défie l'anatomie, mais c'est là que réside le génie du nomade. Il a transmis non pas la forme, mais le sentiment. C'est le rythme de la vie et de la mort, capturé dans le feutre, le cuir et l'or. Observez les tatouages du chef Pazyryk. Ses bras sont couverts de créatures fantastiques, des griffons à crête de coq, des monstres aux croupions inversés. Ce ne sont pas de simples dessins, c'est la carte de ses exploits et de ses liens mystiques. Même après 2000 ans, ces lignes dégagent une puissance féroce. Mais un détail unit les sites aux confins les plus reculés de la planète, les bois. D'énormes bois ramifiés qui ornent la tête non seulement des cerfs, mais aussi des chevaux, et même de créatures mythiques. Dans les tumulus de Pazyryk, des chevaux étaient enterrés coiffés de masques en bois de cerf. Pourquoi? Pour métamorphoser le cheval en cerf, pour lui conférer la puissance d'un oiseau. Cette magie nous transporte loin vers l'Est, en Chine. Des figurines en bois, à visage humain et à langue tirée, coiffées de véritables bois de cerf, ont été découvertes dans des tombes de la province du Hunan. Des textes anciens évoquent ceux des créatures à corps animal et à visage humain, la tête ornée de couronnes ramifiées. Les bois étaient une échelle vers le ciel, un symbole de renaissance et de lien avec les dieux. Les Scythes ont porté ce culte à son apogée. Contemplez le fleuron en bronze de Kuban, le profil d'un cerf encadré de bois symétriques où s'entrelacent des têtes d'oiseaux. Il ne s'agit pas d'un simple ornement, c'est une prière visuelle. L'art scythe est un art du mouvement. Il ne connaît aucun répit. Même au repos, l'animal est prêt à bondir. Il reflète la vie d'un peuple qui s'affranchissait des frontières. Ils ont puisé dans la puissance assyrienne, l'élégance grecque et le luxe perse, les ont fondus dans le creuset de leur passion nomade et ont créé une œuvre entièrement nouvelle. Quand vous contemplez ces fourreaux d'or, ces griffons qui s'entredéchirent, souvenez-vous, ce ne sont pas de simples objets de musée. Ce sont des lettres du passé, écrites dans le langage de l'or et du sang. Les Scythes ne nous ont laissé aucun livre, mais ils nous ont légué leurs rêves, incarnés dans le métal. Et si vous plongez votre regard dans les yeux des cerfs d'or, vous y verrez le reflet de la steppe infinie et vous entendrez le martèlement de milliers de sabots s'étendant au-delà de l'horizon vers l'éternité. L'histoire des Scythes est celle d'un peuple qui peut disparaître sans abandonner de ville, et pourtant demeurer à jamais, faisant chanter l'or de la liberté. Ils sont toujours là, dans chaque courbe du métal, dans chaque bruissement d'herbe sur un tumulus, et ils attendent toujours ceux qui sauront déchiffrer leur code d'or. Ils sont partis sans laisser la moindre trace, mais leurs rêves, incarnés dans le métal, nous parlent encore. Si vous plongez votre regard dans les yeux d'un cerf doré, vous y verrez le reflet de la steppe infinie et entendrez le cliquetis de milliers de sabots s'étendant au-delà de l'horizon vers l'éternité. L'histoire des Scythes est un grand mystère. Comment peut-on disparaître sans laisser de cité et pourtant demeurer à jamais, faisant chanter l'or comme un hymne à la liberté? Ils sont toujours là, dans chaque courbe du métal, dans chaque bruissement d'herbe sur un tumulus. Et ils attendent toujours ceux qui sauront déchiffrer leur code d'or. Et si ce code nous menait bien plus loin que nous ne l'imaginions? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on trouve des images de cerfs au bois impressionnant et ramifiés à travers l'Eurasie, de l'Irlande à la Chine? Il ne s'agit pas de simples ornements. Les chercheurs pensent que ces animaux étaient de puissants talismans capables de conjurer le mauvais œil et de protéger leurs propriétaires. Les légendes à leur sujet sont nées dans les rudes régions septentrionales de la Chine, mais l'écho de ce culte s'est répandu à travers le monde. Les bouddhistes intégraient 11 cerfs symboliques à leurs légendes anciennes. Les Tibétains et les chamans sibériens utilisaient encore récemment des bois de cerf dans leurs vêtements magiques, et les Celtes, jusqu'en Irlande et en Scandinavie, les considéraient comme sacrés. Remontons le temps jusqu'à la Chine ancienne, dans la province du Hunan.
C'est ici, à Changsha, que des archéologues ont fait une découverte extraordinaire. Les historiens chinois de l'époque qualifiaient les habitants de semi-barbares. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient radicalement différents du reste de la Chine. C'est uniquement ici que l'on a trouvé de mystérieuses figurines couronnées de bois de cerf datant du IVe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, les nomades de l'Altaï étaient à l'apogée de leur puissance. Et voici le plus étonnant. Les bois de ces figurines, comme ceux des célèbres tumulus de Pazyryk, étaient faits d'écorce d'arbres. C'est une piste directe qui nous conduit au cœur de la Sibérie, chez les artisans rudes des steppes qui percevaient le monde différemment. Pour le nomade, le monde entier était un motif. Ils décoraient les harnais de leurs chevaux, comme s'il s'agissait de la toile d'un grand artiste. Cerfs, aigles, griffons aux traits de gaufre, oiseaux à crête de coq, tous s'entremêlaient dans un rythme effréné. Imaginez, ces féroces félins prédateurs, gravés dans le bois et le métal, évoquent involontairement les vers de Pouchkine sur le chat savant, marchant au bout d'une chaîne. Ce n'est pas un hasard, c'est une mémoire culturelle profonde, inscrite dans notre ADN. Savez-vous ce qui est le plus fascinant dans leur art ? La sculpture sur os et sur bois était leur principal savoir-faire. Les artisans de Pazyryk travaillaient le bois avec une telle maîtrise que leurs chefs-d'œuvre, têtes de bouquetin ou de bélier, paraissaient plus majestueux que des lingots d'or. Ils recouvraient le bois de feuilles d'or ou de plomb d'une finesse exceptionnelle, créant ainsi l'illusion d'un précieux métal. Et quelle que soit la taille de la figurine, ses proportions étaient toujours parfaites. Même un simple nomade turc près de Shapur, 2000 ans plus tard, sculpta une figurine de chèvre dans des figues séchées pour qu'elle puisse figurer aux côtés des trésors des rois scythes. C'est un art qui coule dans leurs veines. Mais voici le mystère. Le cheval était au cœur de la vie du nomade, son soutien et son salut. Pourtant, dans leur art, les représentations du cheval sont extrêmement rares. Pourquoi ? Peut-être était-il trop sacré pour être reproduit. Tout le reste, en revanche, devint ornement. Un artisan scythe pouvait aisément transformer un bélier en une figure géométrique et, dans l'entrelacement des lignes, discerner soudain la silhouette d'un loup. L'effet de ces images animales est tout simplement saisissant. Créatures réelles et mythiques s'entrechoquent, s'entremêlent et s'affrontent avec une telle férocité qu'un monde empli d'énergie primordiale s'ouvre à nous. Muscles tendus, regard effrayé, cornes majestueuses, chaque détail concourt à restituer une scène de la vie que l'artisan a entrevue lors d'une chasse et immortalisée. À Pazyryk, l'amour du beau frôlait le fanatisme. Même une flèche, vouée à un unique vol, était ornée de lignes gracieuses et ondulées. Ceinture, étoffe, couverture de sel, tout était couvert d'étoiles, de cœurs et de lotus. Mais l'homme n'était qu'un invité dans ce monde. Les figures humaines sont rares, et souvent, le maître ne pouvait s'empêcher une plaisanterie, transformant la tête d'un personnage en un motif floral. Pourtant, lorsqu'il s'agissait de représenter une personne, le résultat était exquis. Contemplez les célèbres tapis de Pazyryk, la grande déesse sur son trône, des cavaliers en robes étranges, des bâtons évoquant des bois de cerf. Ce ne sont pas de simples images, ce sont des rituels figés dont nous commençons à peine à percer le sens. On dit souvent que les Scythes commandaient leurs bijoux aux Grecs. Mais regardez ces découvertes. Presque chaque membre de la tribu était un artiste. Les femmes brodaient le cuir et tissaient la laine la plus fine, tandis que les hommes travaillaient l'or et le fer. Il ne s'agissait pas du travail d'artisans professionnels des villes, mais d'art populaire au sens le plus noble du terme. Ils n'ont pas construit de pyramides, mais ils ont jeté un pont entre le monde antique et la future Russie slave. Les Scythes disparurent soudainement, comme s'ils avaient sombré dans un puits profond. Mais les répercussions de leur chute se firent de sentir à travers l'histoire. Elles frappèrent particulièrement durement la Russe. Avez-vous déjà remarqué la présence des lignes scythes épurées
dans les broderies paysannes, les vitraux et les jouets en argile. C'est un héritage du temps païen qui a survécu contre toute attente. Lorsque les Sarmates remplacèrent les Scythes, ils apportèrent une passion pour les couleurs vives et chatoyantes. Ils exigèrent de leurs artisans un style polychrome, émail, pierres précieuses et or. Les cerfs commencèrent à céder la place aux oiseaux, mais l'esprit de la steppe demeura. Pendant des siècles, les paysans slaves vécurent dans la crainte de nouvelles vagues de nomades, mais ils s'imprégnèrent de leur culture comme d'une éponge. Pour se protéger du mal, ils portaient sur leur poitrine des amulettes représentant des chevaux et des ours, à l'instar des Scythes. Même après la christianisation de la Russe en 988, lorsque les idoles furent jetées dans le Dniepr, les symboles anciens subsistèrent. Ils se dissimulaient dans les jouets d'enfants, des chevaux et des chars en bois qui, jadis, tiraient le soleil dans le ciel. Et que dire du culte des ancêtres? La tradition scythe d'enterrer les chefs avec une pompe incroyable, d'organiser des festins funéraires et des tournois au sommet des tumulus. Tout cela s'est transmis aux Slaves. La coutume de placer une épée près d'un nouveau-né ou de faire monter un enfant à cheval à l'âge de 3 ans, c'est un héritage pur des steppes qui a traversé les siècles. Au 5e siècle, le culte du soleil captiva l'imaginaire populaire, et le cheval et le coq devinrent les figures centrales. Il suffit de contempler la dentelle russe. Ces coqs à la queue touffue trouvent leur origine directement dans les tumulus de Pazyryk. Ce mélange d'abstraction et de beauté naturelle, où la crête de l'oiseau se métamorphose soudain en bois de cerf, est la signature stylistique de ces mêmes maîtres antiques. Même la grande déesse, vénérée dans les bois sacrés en parant le bouleau d'une robe féminine, résonne de ce même code d'or. L'influence scythe s'est même infiltrée dans les pierres des églises orthodoxes. Observez les façades des églises de Vladimir et de Souzdal, ainsi que la cathédrale de Youriev-Polski. Parmi les saints, on trouve d'étranges et fascinantes créatures. Les historiens de l'art débattent de leurs origines, Géorgie, Arménie ou Occident. Mais à y regarder de plus près, ce sont les mêmes créatures issues des fantasmes scythes, ressuscitées au XIIe siècle par un maître chrétien. Jusqu'aux réformes de Pierre le Grand, l'art russe a préservé ce code des steppes, et bien que nous ayons aujourd'hui oublié les noms de ces maîtres, leurs motifs demeurent. Lorsque vous apercevez sur une vieille serviette un motif que votre grand-mère appelait chèvre ou bois de cerf, sachez qu'il résonne d'une voix venue des profondeurs de 3 millénaires. Les Scythes n'ont pas disparu. Ils sont simplement devenus un motif sur nos vêtements, une sculpture sur nos maisons, un murmure discret porté par le vent au-dessus des tumulus, attendant toujours ceux qui souhaitent entendre leur histoire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les motifs des objets anciens provenant de différentes parties du monde se ressemblent tant? Comment des animaux sauvages des rivages de la mer Noire se sont-ils retrouvés sur les dracars vikings ou dans les trésors des empereurs chinois? Les Scythes ne nous ont pas simplement légué un motif sur la serviette de notre grand-mère. Ils ont créé un véritable code visuel qui, tel un virus, s'est répandu à travers l'Eurasie. Ce code imprégnait tout. Les serres et les pointes de flèches scythes ornaient les poignées d'épée, les céramiques élégantes et même les premières armes à feu. Les objets du quotidien, cuillères, verres à vin, conservèrent pendant des siècles les formes mêmes que les nomades avaient imaginées sous leurs tentes. Mais le plus intéressant commence lorsque ces motifs voyagent. Imaginez les vastes fleuves sillonnant la plaine russe. Ils étaient les voies de communication de l'Antiquité. Le Dniestre et le Dniepr transportaient des marchandises du sud au nord. Au départ, le commerce était assuré par les Sarmates et les Slaves païens. Puis, les tribus germaniques entrèrent en scène. Les Goths, qui envahirent le royaume du Bosphore, ne se contentèrent pas de piller, ils s'imprégnèrent de sa culture. Et lorsqu'ils retournèrent vers le nord, dans leur contrée brumeuse, ils rapportèrent avec eux non seulement des sacs d'or, mais aussi des images scythes.
Ainsi, le style animalier se diffusa en Scandinavie et dans le nord de l'Allemagne. Admirez le célèbre chaudron d'argent de Gundestrup, découvert au Danemark. Ce bol colossal est un chef-d'œuvre de l'art antique. En observant attentivement les bêtes fantastiques et les éléphants qui l'ornent, vous reconnaîtrez le style caractéristique des maîtres des steppes de la mer Noire. Même la disposition des scènes, des cavaliers marchant dans différentes directions, relève du pur classicisme scythe. Comment ces motifs sont-ils arrivés au Jutland? Les érudits débattent encore. Les Celtes les auraient-ils rapportés du Danube ou auraient-ils été importés directement des steppes du Sud? Quoi qu'il en soit, le fait était que l'art du Nord est imprégné de l'esprit scythe. Mais vint ensuite le IVe siècle. Les Huns déferlèrent de l'Est comme un ouragan. Les échanges commerciaux s'effondrèrent et la région se retrouva isolée. On pourrait croire que l'influence scythe s'arrêtait là. Pourtant, il n'en fut rien. Le style scythe-sarmate se révéla incroyablement résistant. Il se manifesta dans les bijoux confectionnés par les artisans pendant des siècles. Même lorsque la Scandinavie développa son propre style, dit migratoire, ces mêmes caractéristiques restèrent visibles. Certains chercheurs tentent de le nier, arguant que l'écart temporel est trop important. Mais ils oublient un intermédiaire essentiel, les anciens Slaves. C'est l'art slave qui a préservé l'essence scythe et l'a diffusé plus au nord. Passons maintenant au IXe siècle, l'époque viking. Les rudes peuples du Nord renforcèrent leurs liens avec la Russie méridionale jusqu'à la Volga et la mer Caspienne. Et alors, un phénomène incroyable se produisit. Les formes scythes connurent un regain de popularité. Observez les plaques de bronze de Bor, en Norvège. On y retrouve les mêmes cerfs, les mêmes griffons, les mêmes lignes soulignant la musculature des animaux. Il ne s'agit pas d'une simple ressemblance, mais d'une filiation directe. Même les têtes de monstres ornant les proues des célèbres navires d'Oseberg et de Gökstadt avaient la même fonction que les amulettes scythes, protégées du mauvais œil. Le cheval de Gökstadt est quasiment une copie conforme du cheval de bronze de Kertch, créé 15 siècles plus tôt. Mais la piste scythe mène encore plus loin, jusqu'aux îles britanniques. D'une part, ce style y fut introduit par les Vikings. D'autre part, il y parvint par un chemin détourné à travers l'Allemagne avec les Goths. Lorsque ces derniers quittèrent la région de la mer Noire, ils emportèrent avec eux des bijoux multicolores. Ainsi, le style animalier fut remis au goût du jour en Roumanie, en Autriche, le long du Rhin et finit par traverser la Manche. Au cœur de la Grande-Bretagne, dans le trésor de Sutton Hoo, on a découvert le couvercle d'un coffre-fort. Il représente un oiseau au bec immense attaquant un canard. Ce motif est une réplique parfaite de l'or sibérien. Un rapace aux yeux ronds, dévorant sa proie, est une image qui a traversé les siècles, de la Sibérie à la France, puis à l'Angleterre, quasiment inchangée. Même sur les croix celtiques des îles Shetland, on retrouve un lion dans une pose scythe caractéristique, les muscles soulignés de points et de virgules. C'est ce code des steppes que ni le temps ni les frontières n'ont pu effacer. Mais si vous pensez que les Scythes ne s'intéressaient qu'à l'ouest, vous vous trompez. Leur influence à l'est n'en était pas moins remarquable. Dès le IVe siècle, avant Jésus-Christ, des objets scythes commencèrent à se répandre en Chine. Des plaques de bronze représentant des cerfs et des tigres en mouvement, qui semblent avoir été réalisées par des artisans des monts Altaï, ont été découvertes dans les provinces d'Ordos et du Hunan. Étonnamment, même le célèbre dragon chinois de la dynastie Han a acquis sa posture incurvée caractéristique, sous l'influence de l'art scythe. Le corps est tourné dans une direction, la tête dans l'autre. Ce dynamisme, cette férocité de la bête, est un pur héritage des nomades. Les motifs carrés et ronds ornant les corps des animaux en bronze chinois sont les mêmes marques en forme de virgule et de croissant, utilisées par les cavaliers eurasiens. Plus tard, ces mêmes motifs apparaîtront sur des textiles turcs, bouclant ainsi un vaste cycle historique. Les Scythes n'ont pas bâti de cités immortelles.
Ils n'avaient pas d'écriture pour nous léguer leurs lois. Mais ils ont créé quelque chose de bien plus durable, un langage visuel qui est devenu le fondement de l'art de toute l'Europe et de l'Asie. Sans eux, l'art européen n'aurait peut-être jamais développé un tel engouement pour les représentations animales. Quand on contemple une dalle saxonne du XIe siècle ornée d'un cerf, on ne regarde pas seulement l'œuvre d'un artisan médiéval. On contemple un animal dont l'image a été conçue il y a 2500 ans, quelque part dans l'immensité de la steppe. L'homme qui l'a sculpté dans la pierre à Londres, peut-être sans le savoir, a ressenti le souffle même du vent venu du sud de la Russie. La source Scythe s'est tarie depuis longtemps, mais son dernier souffle d'inspiration nous est parvenu à travers les siècles. Les Scythes sont devenus des motifs, des sculptures sur les maisons, le murmure discret du vent sur les tumulus. Et aujourd'hui, lorsque nous contemplons ces lignes entrelacées, nous entendons leur histoire, l'histoire d'un grand peuple qui s'est fondu en nous, laissant son empreinte immortelle dans chaque aspect de notre art.